À Sienne, en Toscane, une fresque du XIVe siècle dépeint le climat d'inquiétude qui régnait dans la cité, l'une des plus puissantes de la région. Cette peinture fait étrangement écho à ce qui aujourd'hui nous préoccupe. La fresque du Bon Gouvernement fut peinte en 1338 par Ambrogio Lorenzetti, un peintre reconnu et estimé, considéré à l'époque comme un maître dans l'art de la perspective. Il mit un an pour achever cette œuvre. Elle avait été commandée par les sages qui dirigeaient la cité pour alerter les citoyens des dangers qu'ils couraient. Car la guerre faisait rage. L'économie était minée par les premières faillites bancaires. Des figures autoritaires faisaient des promesses et leurs idées commençaient à séduire. Sur le mur central sont représentées les allégories du bon gouvernement. Elles figurent les principes qui devaient guider tout pouvoir politique. La justice et les plateaux de sa balance, la concorde, garante du lien social, et la paix, qui est la vertu la plus désirable et peut-être la plus rare. Deux murs latéraux se font face. D'un côté, les effets de ce bon gouvernement, à la ville comme à la campagne. Lorenzetti y dépeint une vie quotidienne paisible et heureuse, avec des détails d'une saisissante beauté. En face, le mauvais gouvernement, avec notamment la figure de la tyrannie et son corollaire, la guerre. C'est la paix et la guerre qui sont peintes. Ce qui veut dire que l'histoire de cette fresque ne relève pas seulement de l'histoire de l'art. C'est une histoire de vie quotidienne, de vie politique. C'est cela qui me fascine. C'est le premier, et c'est resté sans doute le plus important traité politique qui n'ait jamais été écrit. En fait, non. Pas écrit, mais peint sur un mur. Et c'est parfait. Cette fresque, il faut encore aujourd'hui la regarder et y réfléchir. On va se mettre au centre de la salle pour voir un peu ce que tout cela raconte. Ce lieu nous raconte tant de choses. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit la vie dans une cité qui est gouvernée selon le bien commun, c'est-à-dire par un gouvernement qui pense au bien de tous. Vous aurez évidemment compris la portée de la propagande politique de tout ça. Ici, on voit les mêmes lieux que ceux qui sont montrés dans le bon gouvernement, mais reproduits en négatif. Les campagnes sont abandonnées, les arbres morts. Et qu'est-ce qui vole au-dessus de la campagne? La figure de Timor. Elle représente l'effroi. C'est une femme ébouriffée aux habits lacérés. Elle a l'air diabolique avec ses orbites creuses. En fait, c'est une morte. Il y a une troupe de mercenaires. Des soldats sont en train de tout dévaster. Ils viennent de mettre le feu à un village. La guerre était là, mais on préférait ne pas la voir. Cette peinture n'a été appelée Bon Gouvernement que récemment. Avant, on parlait de paix et de guerre. Et c'était ça le message originel, c'était la fresque de la paix et de la guerre. Qu'est-ce que l'on n'a pas voulu voir en changeant ainsi le titre de l'œuvre? C'est comme si on avait effacé mentalement la partie du mauvais gouvernement. Le mur qui représente le mauvais gouvernement n'a pas été restauré. La peinture manque. Cela renforce l'impression de désolation. Et les pâles figures qui errent au milieu des maisons brûlées sont difficilement identifiables. Ce personnage ressemble à un fantôme. En fait, on dirait le souvenir de ce qui autrefois était là en ville. Ce n'est pas comme quelque chose qu'on verrait de loin, c'est plutôt comme une présence évanescente. En fait, c'est la mémoire. C'est la persistance de la mémoire d'un drame et l'injonction à ne pas oublier, à ne jamais oublier. À Sienne,
Le palais communal sur la place du Campo est quasiment identique aujourd'hui à ce qu'il était hier. C'était le siège du gouvernement. La cité était dirigée par un conseil de 9 citoyens remplacés tous les 2 mois. La rotation du pouvoir empêchait l'enracinement d'une oligarchie. Les citoyens ne voulaient pas de chef. Ils aimaient si fort la liberté qu'ils refusaient tout excès de pouvoir. Et c'est cela qu'Ambrogio Lorenzetti a donné à voir. Un programme politique, la conviction que certaines valeurs doivent être défendues. Le peintre participa lui-même aux affaires publiques. Il fut élu à l'un des conseils de la commune. Les 9 sages étaient enfermés dans le palais le temps de leur mandat. Ils se retrouvaient dans la salle de la fresque pour délibérer sous la peinture qui les surplombait. Ils prenaient leurs décisions de façon collégiale. Leurs comptes étaient contrôlés, vérifiés. Cette expérience était un véritable laboratoire politique que toute l'Europe regardait. Cette peinture consiste à dire, si vous voulez la paix, soyez juste. Parce que c'est ça, en fait. C'est que vous n'aurez pas la paix sociale si vous êtes injuste. Vous, ceux qui gouvernez, puisque c'est une peinture qui s'adresse à ceux qui gouvernent. Moralisation de la vie politique, intense participation des citoyens, ouverture progressive à différentes classes sociales, ces traits de l'Italie communale du Moyen-Âge nous semblent très modernes aujourd'hui. Ils sont symbolisés dans la fresque par une corde qui court tout le long, passant d'un mur à l'autre. La corde descend de la balance de la justice. Il faut la suivre pour comprendre la politique du bon gouvernement. Car la corde mène à la figure du vieil homme barbu qui représente le bien commun. Dit avec les mots d'aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui devrait être le fondement de nos sociétés. Car à l'autre bout, il y a ces condamnés à mort qui sont enchaînés. On tient aussi en laisse des gens avec une corde. Sur la partie mauvaise de la fresque, on voit une justice en laisse. C'est une femme. C'est une femme. Et c'est une femme outragée. Et elle est ligotée. Et donc, c'est la justice entravée. Bon, voilà. À voir, dans l'espoir qu'ensuite, ils s'entendent mieux. Qu'est-ce que l'on cherche en regardant la fresque comme le monde? À donner une valeur politique à ces scènes de vie normale, de bonheur au quotidien. Elles disent quelque chose du pays que l'on habite. Et puis, les grands espaces. Le rebond des collines s'incline lentement vers la vallée qui entaille la plaine en contrebas, piquée de vignes, d'arbres taillés, de haies soigneusement alignées et de chemins de traverse. On perçoit les treilles et les lignes de cèpes, la pergola, les étangs bordés de joncs. On a cru, en regardant la fresque, que tout se passait en ville. Mais c'est la campagne qui impose son rythme de semences, labour et récolte. Rien que le fait de concevoir cette fresque révèle une inquiétude. Les menaces sont là. Elles définissent même, selon moi, le climat collectif qui règne en ville à l'époque. Car ces années sont vraiment des années de transition, du point de vue économique et social. Il y a donc quelque chose dans l'air. La fresque reflète la situation que connaît Sienne à l'époque. C'est encore une période de croissance et de développement, mais la peur que tout cela se termine pousse le gouvernement de Sienne à passer commande de la fresque du bon gouvernement, avec ce bien commun. Je ne réussis pas à percevoir dans la partie centrale de la fresque un sentiment de paix, de bien-être, de joie.
Les différentes vertus sont assises sur un divan, l'air fier. Parmi elles, il y a la paix. Mais celle-ci n'est pas assise comme les autres, qui ressemblent à des vieilles tantes. La paix, au contraire, se tient comme cela, dans une position lascive. Elle est mélancolique, selon moi. Elle est en position d'attente. Elle attend. Elle tient un rameau d'olivier. Elle est habillée de blanc avec une couronne tressée. Elle est aux aguets. Et non loin repose son armure, prête à être endossée au cas où il faudrait répondre à une attaque. Elle représente la paix, mais elle doit être prête pour la guerre. Il est certain que les armes reviendront. La seule incertitude, c'est quand et d'où viendra l'attaque. Voilà le doute. La paix lui tourne le dos, mais elle a bien vu le tyran qui se trouve sur le mur mitoyen. Est-ce donc lui, l'ennemi qui menace la démocratie? Est-ce là la figure de la peur que l'on cherche à saisir? Il a le regard torve, son allure n'est guère engageante. Il a une gueule davantage qu'un visage. Je pense que Lorenzetti a démasqué la tyrannie. Je pense qu'il figure ici le visage du tyran au moment même où un masque beaucoup plus avenant, mais que l'on ne voit plus, vient de lui être arraché. Quel est ce masque que porte parfois le tyran? Celui d'un politicien qui promet qu'il va tout régler et qui demande pour cela qu'on lui confie le pouvoir, et à lui seul. Le mur ne protège de rien. La commune de Sienne l'avait bien compris. Le mur de la fresque se franchit. Il est situé du côté du bon gouvernement. On voit l'échange paisible des personnes et des biens. On circule en toute liberté. On se croise de part et d'autre de l'enceinte. La ville et la campagne forment un ensemble harmonieux. La fresque de Sienne est à sa façon un message public inscrit sur un mur. De nombreux citoyens pouvaient entrer au Palazzo Comunale et venir regarder ces images. Silvio Berlusconi fut l'emblème de l'homme d'affaires devenu politicien, élu chef du gouvernement tout en continuant à faire des affaires et à s'enrichir. À Sienne, à l'époque de la fresque, ce lien compliqué entre pouvoir politique et argent était déjà présent. Les grandes familles étaient propriétaires des plus beaux palais en ville. Elles avaient fondé les premières banques. Il Monte Paschi di Siena existe toujours aujourd'hui. C'est la plus vieille banque du monde, encore en activité. Et le jour du Palio, les quartiers rivaux viennent toujours prêter allégeance à la banque. En plus d'être riches, ces familles détenaient le pouvoir politique. Mais leur toute-puissance finit par jouer contre elles. La commune de Sienne affirmant que la richesse n'autorisait pas à prétendre à plus de liberté et plus de souveraineté. Là-bas, ce n'est pas la classe moyenne, mais les plus riches, des notaires, des banquiers. Ils portent les vêtements les plus élégants, la toute dernière mode. Regardez leurs chaussures, regardez leurs chapeaux. Ils ont le droit d'être riches. Mais en échange, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent être en harmonie. Mais un groupe de mafieux peut aussi être en harmonie. Les riches, eux, doivent donc suivre la justice. Les citoyens alignés sous la balance de la justice sont tous différents. Mais ils ont tous la même taille. Ils ont été symboliquement rabotés. L'instrument que tient sur ses genoux la figure de la Concorde est un rabot. Il a nivelé les personnes, les biens et les valeurs. Dans le contexte de 1338, l'allusion est limpide. C'est un rabot fiscal. À Sienne, à la chute du gouvernement des Neufs, en 1355, les insurgés mettent le feu aux archives de la ville. La fresque de Lorenzetti, qui représentait les tumultes du monde, est épargnée dans l'incendie.
Quant à l'artiste, il était décédé quelques années plus tôt, victime de l'épidémie de peste qui avait ravagé toute l'Europe et décimé la moitié de la population siennoise. Sa carrière aura duré 30 ans. Dorénavant, les chefs-d'œuvre de la peinture se feront à Florence. Ce sera la Renaissance.